Upside down, as you can see, and the roll hoop halo very much doing its job before the car digs in, and you En revisitant ces accidents tragiques, on pourrait croire que la Formule 1 n'est rien d'autre qu'une succession de moments où hommes et machines sont poussés au bord du précipice. Pourtant, les 7 événements qui suivent révèlent quelque chose d'encore plus profond. La manière dont la vitesse, l'erreur humaine, la technologie et le destin peuvent se heurter en une fraction de seconde, et comment ces collisions ont façonné l'histoire de la fin pour toujours. Car certains instants dépassent largement le cadre du simple accident. Ils deviennent des tournants. Des moments qui obligent la FIA à réécrire ses règles. Des déclencheurs qui poussent les ingénieurs à inventer des technologies capables de sauver des vies. Et des rappels brutaux que chaque tour de piste peut avoir un prix. Le premier de ces moments, c'est la boule de feu de Romain Grosjean à Bahreïn en 2020, une scène qui a figé le monde entier. Sa Haas s'est brisée en deux, a explosé dans un immense brasier et Grosjean est resté piégé dans les flammes pendant 28 secondes. Un laps de temps qui ressemble à une éternité. Et pourtant, il a survécu grâce au halo, aux nouvelles cellules de carburant et aux combinaisons ignifugées ultramodernes. Puis vient le chaos absolu de Spa 1998, lorsque la pluie transforma le premier tour en cauchemar, 13 voitures détruites en quelques secondes. Un carambolage collectif devenu symbole d'une époque où même la meilleure technologie ne peut rien contre la nature lorsqu'elle décide de frapper. Ensuite, l'affrontement dramatique de Silverstone 2021, Hamilton contre Verstappen, 2 pilotes au sommet de leur art, aucun prêt à céder. Un léger contact, mais suffisant pour projeter Verstappen dans le mur avec une force de 51 G, la conséquence brutale d'un duel sans compromis. Et Silverstone n'avait pas encore dit son dernier mot. En 2022, Zhou Guanyu s'est retourné, a glissé sur des dizaines de mètres et est allé s'écraser contre la barrière des tribunes. Un scénario à quelques centimètres de la catastrophe absolue, mais Zhou a survécu, une fois de plus, grâce au halo. Encore une preuve que l'héritage de Jules Bianchi continue de sauver des vies. Mais toutes les histoires ne se terminent pas par un miracle. Jochen Rindt, Monza 1970, le seul pilote de l'histoire de la fin à être couronné champion du monde après sa mort. Son accident fatal à la Parabolica révéla à quel point la sécurité de l'époque était insuffisante. Certains accidents ne tuent personne, mais détruisent des carrières. Comme celui de Martin Donnelly, Jury 1990, projeté hors de son cockpit à 166 000 par heure, dans une scène d'une violence si extrême qu'elle demeure l'une des plus marquantes de la fin. Il survécut, mais sa carrière prit fin sur ce virage. Et enfin, l'accident qui transforma la fin à jamais, Jules Bianchi, Suzuka 2014. La pluie, un véhicule de dépannage, un angle fatal et un choc dont il ne se relèvera jamais. Sa disparition fut la première en 21 ans. Et pourtant, c'est son héritage qui donna naissance au halo, un dispositif qui a, depuis, sauvé d'innombrables vies. Sept accidents, sept tournants. 7 chapitres qui montrent à quel point l'être humain est fragile et jusqu'où le courage et la technologie peuvent le porter. Romain Grosjean, Heimwitam seconde enfermé, dans les flammes, les moments qui a transformé la sécurité de la F1 à jamais. Dans l'histoire moderne de la Formule 1, rares sont les accidents qui ont choqué le monde entier, comme celui où la voiture de Romain Grosjean a explosé en une boule de feu à Bahreïn en 2020. Les flammes ont jailli comme dans un cauchemar irréel, magnifique comme au cinéma, mais terrifiante au point d'en couper le souffle. Et dans ce moment suspendu, tout le monde a pensé la même chose. Personne ne peut survivre à ça. Et pourtant, Grosjean a accompli l'impensable, s'échapper vivant après 28 secondes passées au cœur de l'enfer. Tout a commencé par un léger changement de trajectoire dans les premiers instants du départ. Grosjean se décale vers la droite pour éviter un groupe de voitures, mais son Haas touche celui de Daniil Kvyat. Un contact anodin en apparence mais suffisant pour projeter la voiture hors de la piste à plus de 220 km par heure dans un angle catastrophique. Devant lui, une barrière métallique garde-corps, l'un des pires types d'impact possibles. En une fraction de seconde, la voiture se fend littéralement les rails, comme une lame traversant une boîte en métal. La violence du choc est telle que le châssis se brise en deux.
La partie avant où Grosjean est assis reste coincée entre les poutres d'acier. Le réservoir de carburant se déchire et moins d'une demi-seconde plus tard, un incendie gigantesque se déclare, transformant la scène en une immense boule de feu. Le monde retient son souffle. Personne ne voit Grosjean. Aucun message radio. Aucun signe de vie. À l'écran, on ne distingue qu'un océan de flammes autour de ce qu'il reste de la voiture. Les commentateurs se taisent, les mécaniciens se lèvent d'un bond. Des millions de personnes restent figées. Certains pilotes détournent même le regard, incapables de supporter la scène. Mais au cœur de cet incendie, un homme lutte pour sa vie. Plus tard, Grosjean racontera que, dans la première seconde, il pensait être mort. Puis il se rend compte qu'il est conscient et alors son instinct de survie se déclenche. Il tente de détacher son harnais. Il sent la chaleur traverser ses gants. La fumée envahit son casque. Il essaye de sortir par la gauche, puis par la droite, mais les barres métalliques bloquent chaque mouvement. 3 tentatives échouent. 3 fois, il est repoussé par les flammes et le métal brûlant. Au 4e essai, il se souvient des exercices d'évacuation que tous les pilotes apprennent. Il baisse la tête profondément, pivote vers la gauche et pousse de toutes ses forces pour s'extraire du cockpit en flammes. C'est cet instant précis qui lui sauve la vie, un moment où l'esprit humain dépasse ce que le corps semble pouvoir supporter. Quand Grosjean surgit soudain des flammes, l'image devient instantanément l'une des plus iconiques de la Formule 1 moderne. Les flammes dansent derrière lui. La fumée tourbillonne dans l'air. Et cette silhouette brûlée, vacillante mais debout, arrache les larmes à des millions de spectateurs. 28 secondes d'une éternité lorsqu'on est prisonnier du feu. Et pourtant, Grosjean survit non pas par miracle, mais grâce à une technologie perfectionnée pendant des décennies, le halo, qui détourne la barrière et empêche l'écrasement du casque. Les réservoirs de carburant modernes, conçus pour limiter les explosions. Les combinaisons ignifugées homologuées FIA, capables de résister à plus de 1000 degrés Celsius. Les systèmes d'arrêt automatique qui empêchent le feu de se propager. Ce moment où Grosjean saisit la main d'un commissaire et sort enfin du brasier est plus qu'une histoire de survie. C'est une preuve éclatante que la technologie moderne de la fin ne sert pas seulement à aller plus vite, mais à sauver des vies pour que les pilotes puissent raconter leur histoire. L'accident de Bahreïn 2020 demeure l'un des plus effrayants jamais filmés. Mais il est aussi une leçon. Dans un sport où la vitesse règne en maître, la vie ne tient parfois qu'à un réseau de technologies complexes et à la volonté implacable d'un homme qui a dit « Je ne peux pas mourir aujourd'hui », quand la pluie transforme la piste en enfer, le plus grand carambolage de l'histoire de la F1. Le 30 août 1998, la Formule 1 a vécu l'un des moments les plus chaotiques de toute son histoire. Spa-Francorchamps, ce temple mythique de la vitesse, s'est métamorphosé en quelques secondes en un véritable cauchemar. Une pluie torrentielle, une visibilité nulle et une erreur infime suffisante pour déclencher le pire carambolage collectif que la fin moderne ait jamais connu. Dès le matin, l'atmosphère était lourde. Le ciel noir, la pluie battante, la piste glacée et glissante, tout annonçait une course imprévisible. Les pilotes savaient qu'ils s'apprêtaient à entrer dans une bataille dangereuse. Pourtant, la FIA décida de maintenir l'horaire du départ, une décision que beaucoup qualifieront plus tard de « quelques minutes d'attente auraient tout changé ». Les voitures se placent sur la grille, le silence s'installe, les feux s'éteignent, la course commence. Et 4 secondes plus tard, la tragédie frappe. David Coulthard perd complètement le contrôle en accélérant sur la piste détrempée. Sa McLaren glisse, pivote et s'écrase violemment contre le mur de droite. Mais ce n'est qu'un prélude. Lorsque la voiture rebondit et revient sur la piste, elle devient un obstacle mortel. Dans un écran de pluie, personne ne voit ce qui les attend. Voiture après voiture arrive à plus de 250 km/h dans cette zone invisible. Eddie Irvine percute les débris. Jacques Villeneuve arrive ensuite. Puis Mika Salo, Rubens Barrichello, Alexander Wurz, Johnny Herbert, Olivier Panis, Jarno Trulli, Toranosuke Takagi, une chaîne d'impact où les noms s'entrechoquent comme des dominos d'acier et de carbone. Le vacarme est assourdissant, métal broyé, pneus criants, morceaux de châssis arrachés, des fragments de carbone volent partout, des roues se détachent et roulent sur la piste. Ce n'est plus un accident, c'est une véritable avalanche de destruction. Au total, 13 voitures sont détruites ou gravement endommagées, un chiffre jamais revu depuis. Miraculeusement, aucun pilote ne perd la vie.
Plusieurs sont contusionnés, certains en état de choc, mais tous survivent. Un miracle, compte tenu du chaos apocalyptique qui s'est déroulé en direct devant des millions de spectateurs. Mais demeure la grande question. Et si la pluie avait été moins forte? Et si la FIA avait ajouté un tour de formation supplémentaire? Et si le départ avait été retardé? Et si Coulthard avait perdu le contrôle quelques mètres plus loin? Spa 1998 est entré dans la légende comme l'incarnation même du mascarnage, un accident qui montre à quelle vitesse tout peut basculer lorsque les forces de la nature s'opposent à la vitesse. Il força la FIA à revoir les procédures de départ sous la pluie, à repenser la sécurité et à se demander quel niveau de risque est acceptable. Aujourd'hui encore, ce qui glace le sang n'est pas seulement le nombre de voitures impliquées, mais cette sensation d'impuissance totale face aux éléments. La faim peut dominer la vitesse, vaincre les forces G, créer les technologies les plus avancées, mais face à la pluie, l'être humain reste fragile. Spa 1998 n'est donc pas seulement un accident. C'est un avertissement, une preuve que la moindre erreur, dans une visibilité nulle, peut déclencher un cauchemar en chaîne. Et un rappel que parfois, le plus grand ennemi n'est pas la vitesse, mais les gouttes de pluie que personne ne voit venir. Hamilton vs Verstappen 2021. Quand deux titans refusent de céder, le choc à 51 grammes qui a ébranlé la Fun. Le 18 juillet 2021, Silverstone est devenu le théâtre de l'un des moments les plus explosifs et les plus controversés de l'ère moderne de la Formule 1. Ce n'était pas à cause de la pluie, ni d'un problème mécanique, ni d'un incident imprévisible. C'était parce que deux des meilleurs pilotes de leur génération, Lewis Hamilton et Max Verstappen, avaient décidé que personne ne céderait, quoi qu'il arrive. Ce jour-là, Silverstone n'accueillait plus une simple course, mais un duel de couronne, un choc frontal entre deux mondes. Hamilton était la figure d'une dynastie entière, le roi incontestable du circuit britannique, maître absolu de l'ère hybride. Verstappen, lui, était le jeune prédateur, celui qui voulait renverser un empire construit sur des années de domination. Les deux hommes entraient en piste avec une conviction identique: pour devenir champion du monde, il fallait écraser l'autre. Et cette conviction allait propulser les deux pilotes dans l'un des moments les plus dangereux jamais enregistrés à Silverstone. Dès le premier tour, la tension était suffocante. Verstappen prend un excellent départ, mais Hamilton reste collé derrière lui comme une ombre affamée. Les deux voitures se frôlent, se menacent, se testent sur chaque mètre d'asphalte. Du Wellington Straight à Lowfield, puis à travers Woodcote, il s'élance vers Copse, l'un des virages rapides les plus effrayants au monde, abordé à 290 km/h. Tout le monde le savait, s'il devait y avoir un accident, ce serait ici, et l'inévitable se produit. Hamilton plonge à l'intérieur, une ouverture si mince que beaucoup diront ensuite qu'elle n'existait pas vraiment. Verstappen garde sa trajectoire extérieure à pleine vitesse, convaincu que le septuple champion finirait par lever le pied. Mais ni l'un ni l'autre ne voulait être le premier à reculer. Pendant une seconde suspendue, deux philosophies de course, deux égos, deux destins se rencontrent à plus de 290 km/h. Un léger contact, presque rien, mais suffisant pour provoquer le chaos. La roue avant gauche d'Hamilton touche la roue arrière droite de Verstappen. Le Red Bull se déséquilibre instantanément, pivote violemment et s'envole presque hors de la trajectoire avant de s'écraser dans le mur de pneus. L'impact atteint 51 G, une force monstrueuse, parmi les plus élevées jamais enregistrées à Silverstone. La voiture est déchiquetée, la structure arrière pulvérisée, et Verstappen est projeté contre les barrières avec une violence brutale. Lorsqu'il sort de la voiture en titubant, tout le paddock retient son souffle. Le titre mondial venait de devenir une bataille qui laissait des traces sur les corps autant que sur les machines. Mais le crash ne fut que le début d'une autre explosion, une explosion politique. Les fans de Red Bull envahissent les réseaux sociaux pour accuser Hamilton. Les supporters de Mercedes dénoncent l'agressivité irréversible de Verstappen. Les experts débattent pendant des semaines. Les deux écuries se déchirent publiquement. La FIA tranche finalement. Hamilton est majoritairement responsable et reçoit 10 secondes de pénalité, une décision qui provoque la fureur de Red Bull, convaincu que cette sanction était beaucoup trop légère. Pourtant, au-delà de la controverse, cet accident révèle une vérité beaucoup plus profonde. Quand deux génies du pilotage refusent de céder, le danger ne vient plus de la vitesse, mais de leur ego. Hamilton ne voulait pas plier devant un jeune prétendant affamé. Verstappen refusait de laisser passer l'homme qu'il rêvait de détrôner.
C'était l'expérience contre l'instinct, la prudence contre l'audace, la fierté contre l'ambition. Un duel sans compromis, où aucun des deux n'était prêt à relâcher la pression d'un millimètre. Heureusement, Verstappen survit. Le halo, les structures modernes absorbant l'énergie et le châssis exceptionnel de la Red Bull lui sauvent la vie. Un impact de 51 G, 20 ans plus tôt, aurait sans doute été fatal. Silverstone, 2020, et un demeure ainsi bien plus qu'un simple accident spectaculaire. C'est un symbole de l'intensité extrême de la fun. Un rappel que parfois, la piste n'est pas assez grande pour 2 étoiles, et une preuve que les championnats ne se gagnent pas seulement par la vitesse, mais aussi par ces instants où personne ne veut lever le pied. Zhou Guanyu, 2022. Un retour de la limite de la mort, quand quelques centimètres décident du destin. Le 3 juillet 2022, Silverstone a été le théâtre de l'un des accidents les plus glaçants de la Formule 1 moderne. Pas de gigantesque boule de feu comme celle de Grosjean en 2020, pas d'impact à 51 G comme Verstappen en 2021, mais un scénario tout aussi terrifiant. Une voiture retournée, glissant sur des dizaines de mètres comme un projectile, avant d'être catapultée vers les tribunes. Quelques centimètres seulement ont séparé ce moment d'une catastrophe historique. L'accident se déclenche immédiatement après le départ. Dans le peloton, Pierre Gasly se retrouve coincé entre George Russell et Zhou Guanyu. Une petite touchette, presque insignifiante mais en fun, un contact minime à plus de 250 km/h suffit à détruire la trajectoire d'une monoplace. La roue de Russell heurte celle de Zhou, et à cet instant précis, tout bascule. L'Alfa Romeo se soulève, pivote brutalement et se retourne complètement, amorçant une glissade cauchemardesque sur la piste. La voiture glisse sur le toit, la tête de Zhou à seulement quelques centimètres du bitume, retenue du sol uniquement par le halo. Aucun autre élément n'aurait pu protéger son crâne. Ni la coque, ni les arceaux, ni les plaques de titane, seul le halo a empêché son casque de frotter directement contre l'asphalte. Des gerbes d'étincelles jaillissent tout le long de la glissade, tandis que la carrosserie s'use contre le sol à une vitesse effrayante. Mais l'horreur ne fait que commencer. La voiture atteint ensuite le bac à gravier. Au lieu de ralentir, elle rebondit violemment, se soulève et termine sa course contre les barrières avant d'être coincée à l'envers entre la clôture métallique et le mur de protection des spectateurs. Une position qui glace le sang. Si la voiture avait dévié de quelques centimètres seulement, elle aurait pu pénétrer dans les tribunes. À l'intérieur du cockpit écrasé, Zhou est piégé. La tête presque collée au sol, immobilisé, incapable de détacher son harnais ou de se tourner, plongé dans l'obscurité totale, sans savoir où il se trouve. Chaque seconde augmente le danger. Un seul étincelle, une seule fuite de carburant, et l'épave entière pourrait s'embraser. Les commissaires de piste accourent. George Russell, impliqué dans l'accident, sort immédiatement de sa voiture et court rejoindre Zhou. Les équipes de secours tentent de soulever la monoplace, de retirer des éléments de la structure, de créer une ouverture pour extraire le pilote. Après de longues minutes étouffantes, ils parviennent enfin à dégager Zhou du piège de métal et de carbone. Et puis survient l'impensable. Zhou se relève, conscient, lucide, sans fracture majeure. Un véritable miracle, ou plutôt la conséquence directe de décennies d'avancées technologiques. Tout le monde comprend immédiatement que si cet accident s'était produit avant 2018, avant l'introduction du halo, Zhou n'aurait eu pratiquement aucune chance de survie. Car chaque phase de cet accident, le retournement, la glissade interminable, le rebond sur les graviers, l'impact contre la barrière, puis l'écrasement contre la clôture, comportait un potentiel mortel. Plus tard, Zhou résumera tout avec une phrase qui fera frissonner le monde entier: « Le halo m'a sauvé la vie, et il en sauvera d'autres encore ». L'accident de Silverstone 2022 n'est pas seulement un plaidoyer pour le halo, mais une validation absolue de l'ensemble de la philosophie de sécurité de la fun, coque en fibre de carbone, système HANS, structure d'absorption d'énergie, barrière multicouche, mais surtout, c'est un rappel brutal que, malgré tous les progrès, malgré les règlements renforcés, la fin reste un sport où un contact minime peut envoyer un pilote à la frontière de la mort. Zhou Guanyu a survécu, et pas seulement survécu, il est devenu la preuve vivante de l'héritage de Jules Bianchi. L'accident de Bianchi a conduit au halo, et le halo a sauvé Zhou. Un cercle du destin qui nous rappelle que chaque avancée en matière de sécurité dans la fin est payée au prix fort. Jochen Rinning Pankaroitetsip, les champions du monde sacré, après sa mort, la tragédie de Parabolica,
Il existe des accidents qui choquent, des accidents qui changent une génération entière. Et puis, il existe des accidents qui laissent une cicatrice si profonde que l'histoire ne s'en remet jamais totalement. Celui de Jochen Rindt, à Monza en 1970, appartient à cette dernière catégorie, un coup porté au cœur de la Formule 1, rappelant au monde que la gloire sur un circuit peut parfois être payée au prix le plus terrible. À cette époque, Jochen Rindt n'était pas simplement rapide, il était une force de la nature, un diamant brut de la Fun. Le seul pilote capable d'exploiter pleinement le potentiel du Lotus 72, une machine aussi fulgurante que dangereuse, conçue dans une époque où la recherche de performance dépassait souvent la réflexion sur la sécurité. En septembre 1970, Rindt menait largement le championnat du monde. Tous ingénieurs, journalistes, fans pensaient qu'il deviendrait le tout premier champion du monde autrichien. Et puis, arriva ce 5 septembre maudit. Ce n'était qu'une séance d'essai. Le ciel était clair, la piste sèche, et rien ne laissait présager que l'histoire de la fin allait basculer en quelques secondes. Mais à l'entrée de Parabolica, le virage le plus rapide et le plus traître de Monza, une défaillance minuscule devint fatale. L'arbre de frein, avant du Lotus 72, se brisa. À plus de 300 km/h, sous une pression aérodynamique colossale, la voiture devint un projectile incontrôlable, fonçant droit vers les barrières métalliques. L'impact fut si violent que tout l'avant du châssis fut arraché. Le harnais de sécurité de l'époque, une simple sangle abdominale, ne put retenir le corps du pilote. Jochen Rindt mourut sur le coup. Le paddock entier se figea. Même ceux qui vivaient chaque course avec la conscience que la mort était une compagne silencieuse restèrent pétrifiés. Personne ne parvenait à croire que l'un des talents les plus purs de sa génération venait d'être effacé en un instant. Colin Chapman, l'ingénieur visionnaire mais controversé qui avait conçu le Lotus 72, fut anéanti. Les autres écuries se regardèrent soudain dans le miroir, forcés d'admettre que la quête de vitesse avait dépassé les limites du raisonnable. Et les fans, eux, durent affronter une vérité brutale. Même les meilleurs pilotes du monde ne pouvaient survivre dans un sport qui n'était pas encore prêt à les protéger. Le plus tragique, c'est que lorsque Rindt perdit la vie, il avait déjà marqué tant de points que personne ne pouvait le rattraper. Chacune des courses suivantes fut un rappel silencieux que le champion de la saison ne croiserait plus jamais la ligne d'arrivée. Et à la fin de l'année, la fin fut témoin d'un événement inédit. Jochen Rindt fut officiellement couronné champion du monde après sa mort. Il reste à ce jour le seul pilote de l'histoire de la Formule 1 à avoir reçu le titre mondial à titre posthume, un record que personne n'espère jamais revoir. Pourtant, ce titre lui revenait pleinement. Rindt avait tout donné, sa vitesse, sa maîtrise, son courage et son âme de combattant. Mais la Formule 1, ce jour-là, ne fut pas capable de lui rendre la protection qu'il méritait. La disparition de Jochen Rindt entraîna une révolution de la sécurité en Fun. Adoption de harnais multipoints, renforcement du monocoque, révision des barrières, amélioration des structures d'absorption. Rindt n'a jamais vu ces changements. Mais c'est sa tragédie qui força la fin à se regarder en face et à accepter qu'elle avait franchi une frontière dangereuse. Jochen Rindt n'était pas seulement un pilote exceptionnel. Il demeure un rappel douloureux que la vitesse a un prix et que parfois, ce prix est la vie de ceux qui repoussent les limites pour émerveiller le monde. Martin Donnelly, 1922. L'homme qui est revenu de la morte, quand la voiture disparaît mais est-ce que l'homme survit? Il existe des accidents en Formule 1 qui effraient, d'autres qui réécrivent les règlements de sécurité. Et puis il y a ces moments où, dès l'instant où ils se produisent, tout le monde pilote, ingénieurs, mécaniciens, commentateurs et millions de téléspectateurs comprend qu'il vient de se passer quelque chose d'irréparable. L'accident de Martin Donnelly, à Jerez en 1990, appartient précisément à cette catégorie. Un crash d'une violence telle, d'une brutalité presque irréelle, que même aujourd'hui, ceux qui en ont vu les images frissonnent encore. Ce jour-là, Martin Donnelly était au volant de la Lotus 102, une monoplace rapide mais instable, minée par des faiblesses structurelles, un châssis peu fiable et des compromis aérodynamiques dangereux. Mais Donnelly n'était pas un pilote qui reculait devant le risque. Talent pur, agressivité maîtrisée, détermination farouche, beaucoup voyaient en lui un futur grand nom de la fin. Quelques secondes plus tard, cet avenir allait voler en éclats. Dans une courbe rapide du circuit de Jerez, l'impensable se produit. La suspension avant du Lotus cède. Même sur une monoplace moderne,
Une telle défaillance est extrêmement dangereuse, mais en 1990, c'était presque synonyme de mort. À plus de 280 km/h, la voiture se transforme en projectile incontrôlable, quittant la trajectoire sans possibilité de freinage ni de correction, avant de s'écraser violemment contre les barrières. L'impact ne dure qu'un instant, mais ses conséquences sont apocalyptiques. La Lotus explose littéralement en morceaux. Le châssis éclate, la fibre de carbone se disperse comme des éclats d'obus, et le cockpit lui-même se déchire. Et puis, la scène qui glace encore le sang. Martin Donnelly est projeté hors de la voiture, son corps brutalement arraché de la carcasse et retombant sur l'asphalte, inerte, dans une position terrifiante. Quiconque voit cette image a le même réflexe. Personne ne peut survivre à ça. Les secours se précipitent. Sid Watkins, la légende médicale de la F1, est le premier à atteindre Donnelly. Même lui, habitué aux visions les plus horribles, reste un instant paralysé devant ce spectacle. Mais Watkins ne renonce jamais tant qu'il reste une possibilité. Il stabilise la colonne vertébrale du pilote, vérifie son pull, fournit de l'oxygène, et contre toute attente, Donnelly est vivant. Gravement blessé, mais en vie. Il respire, il lutte. À l'hôpital, la liste des blessures ressemble à un rapport de champ de bataille. Fractures multiples, organes internes touchés, jambes broyées, bassin détruit. Mais malgré tout, il survit un miracle absolu. Sa carrière en Formule, un second arrête là, mais sa vie, elle, recommence. Donnelly se rééduque pendant des années, revient marcher, travailler, participer à la F1 comme instructeur, consultant, coach. Il devient un symbole vivant de la résilience humaine, apparaissant dans les paddocks comme un rappel que certains hommes refusent de s'éteindre. Et il dira plus tard une phrase inoubliable: « Je ne sais pas pourquoi j'ai survécu. Mais si je suis encore là, c'est que je dois continuer à me battre. » Le crash de Martin Donnelly obligea la FIA à revoir immédiatement la conception des monocoques, à renforcer les zones d'absorption d'énergie et à réévaluer la résistance structurelle des habitacles de sécurité. Beaucoup des normes modernes, celles qui sauvent des vies aujourd'hui, sont nées de ce choc effroyable. Mais au-delà des progrès techniques, cet accident reste un rappel profond de la réalité de la F1. Parfois, ce n'est pas la voiture qui est la plus fragile, c'est le corps humain à l'intérieur. Et Martin Donnelly fait partie de ces rares hommes qui sont véritablement revenus de la mort, pas pour fuir, mais pour continuer à inspirer. Jules Bianchi, son principe si. La tragédie qui a changé une génération. L'homme qui a perdu la vie pour que les autres puissent survivre. Il existe des moments dans l'histoire de la Formule 1 qui ne sont pas simplement des accidents. Ce sont des déchirures, des avertissements violents, des chocs qui résonnent à travers les années et obligent tout un sport à regarder sa propre fragilité en face. Au centre de l'un de ces moments se trouve un nom, Jules Bianchi. Le 5 octobre 2014, Suzuka, ce circuit mythique, souvent décrit par les pilotes comme une épreuve de courage, était noyé sous des trompes d'eau. Le typhon approchait, la piste disparaissait sous un voile d'eau, et pourtant, la course continuait. Les voitures filaient toujours à plus de 200 km/h. Et Bianchi, jeune prodige français, considéré par Ferrari comme l'héritier de leur futur, se battait comme un lion. Puis l'inimaginable s'est produit ici. Aux 42 tours, Adrian Sutil perd le contrôle dans le virage Dunlop et termine dans le mur. Un véhicule de récupération entre alors sur la piste pour évacuer la Sauber accidentée. La visibilité est quasiment nulle, le grip inexistant. Et à cet instant précis, Jules Bianchi arrive. Sa Marussia glisse, flotte sur l'eau, perd toute adhérence, et Bianchi n'a plus aucun pouvoir sur son destin. Ce qui suit n'a rien d'un accident classique. La voiture de Bianchi ne tape pas une barrière, elle s'encastre directement dans le tracteur de levage, un engin de plusieurs tonnes, infiniment plus haut et plus massif que n'importe quel monoplace. L'impact est monstrueux. Le cockpit se retrouve en partie sous la machine. Les forces en jeu dépassent tout ce que la F1 pouvait absorber à l'époque. Aucun pilote, aucune technologie de 2014 n'aurait pu résister à un choc pareil. Le silence qui suivit fut glacial. Les stands se figèrent, les visages se vidèrent. Même les vétérans, habitués au pire scénario, comprirent immédiatement que ceci n'était pas un accident, comme les autres, c'était un cauchemar. Les secouristes luttèrent sous la pluie battante. Bianchi fut transporté à l'hôpital dans un état critique, victime d'un grave traumatisme crânien. Le paddock entier retint son souffle. Le monde pria. On espérait un miracle. Mais le miracle n'arriva pas. Plongé dans un coma profond, Jules Bianchi s'est éteint 9 mois plus tard, en juillet 2015.
La Formule 1 perdit un talent exceptionnel. Ferrari perdit celui qu'elle avait choisi pour porter son avenir. Une famille perdit un fils, un frère, un petit-fils. Et le monde perdit un jeune homme de 25 ans au sourire lumineux. Mais de cette tragédie naquit quelque chose d'immense. La mort de Bianchi devint un tournant majeur, un point de non-retour. La FIA ne pouvait plus attendre. La sécurité devait évoluer immédiatement. Ainsi naquit l'une des avancées les plus importantes de toute l'histoire du sport, le Halo, à partir de 2018. Et depuis, ce système a sauvé de nombreuses vies. Charles Leclerc à Spa 2018, Romain Grosjean dans la boule de feu de Bahreïn 2020, Lewis Hamilton à Monza 2020 et Zhou Guanyu lors du terrible tonneau de Silverstone 2022. Tous ces hommes sont encore en vie grâce à une innovation née d'une perte inimaginable. Le père de Jules prononcera alors une phrase déchirante. « Si le halo peut sauver, ne serait-ce qu'une vie, alors la mort de mon fils aura eu un sens. Il y a des morts qui changent le monde, des hommes qui, même après leur départ, laissent une marque indélébile. Jules Bianchi est de cela un pilote qui n'a jamais vu l'avenir, qui l'a rendu plus sûr, mais dont le nom restera à jamais associé à la vie sauvée des générations suivantes. » En revisitant les 14 accidents racontés dans ces deux parties, nous ne voyons pas seulement des voitures pulvérisées, des explosions d'étincelles, des morceaux de carbone arrachés ou des pilotes en état de choc à la radio. Ce que nous voyons surtout, c'est l'être humain. Car derrière chaque crash, qu'il s'agisse des miracles de survie de Grosjean, Zhou, Donnelly ou des tragédies irrémédiables de Rindt et Bianchi, ce qui reste au final, ce ne sont pas les chiffres, pas la vitesse, pas les statistiques. Ce qui reste, c'est la valeur de la vie. Depuis ses débuts, la Formule 1 est un jeu où l'on a payé avec la sueur, le sang et parfois la vie elle-même. Les premières voitures n'avaient pas de rétroviseur. Les pilotes refusaient les ceintures de sécurité, convaincus qu'il valait mieux sauter hors du véhicule en cas de crash. Les combinaisons ignifugées étaient aussi fines que du tissu. Les barrières étaient faites de bottes de paille. Les zones de dégagement n'existaient presque pas, et des morceaux de métal tranchant volaient souvent à quelques mètres seulement du public. Telle était la fin, et ces tragédies ont écrit un livre que nous lisons encore aujourd'hui, les yeux lourds. Mais le paradoxe de la Formule 1 est clair. C'est dans le danger que l'on voit le plus grand courage. C'est dans la douleur que naît la détermination. Les accidents les plus marquants ont forcé le monde à écouter. Ericsson a révélé les limites du DRS, Grosjean a redéfini la sécurité des cockpits, Zhou est devenu la preuve vivante de l'utilité du halo, Silverstone 2020 et a montré la mince frontière entre l'ego et le désastre. Et Bianchi lui a été la raison pour laquelle tant d'autres pilotes sont encore là aujourd'hui. Les vies sauvées en 2018, 2020, 2021 et 2022 trouvent toute leur origine dans une perte unique en 2014. Voilà ce qu'est la Formule 1. Chaque avancée en matière de sécurité a été écrite avec du sang et des larmes. En regardant les survivants, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Grosjean, Zhou, et en repensant aux histoires déchirantes de Rindt ou de Bianchi, on comprend que chaque fin moderne n'est pas seulement un chef-d'œuvre technologique, c'est un fragment d'histoire. Chaque millimètre de carbone, chaque couche de titane, chaque vis a été payé au prix fort. La Formule 1 n'est pas parfaite. Elle ne sera jamais parfaitement sûre car elle est le sport des limites, de la vitesse absolue, des hommes qui flirtent avec la mort comme personne d'autre. Mais c'est précisément cela qui la rend exceptionnelle. C'est pour cela que ces pilotes deviennent des légendes. Et c'est pour cela que ceux qui sont tombés ne sont jamais oubliés. Aujourd'hui, lorsqu'un pilote sort vivant d'une voiture en flammes ou d'un tonneau à 250 km/h, ce n'est pas seulement la victoire de la technologie, c'est la victoire de tous ceux qui ont perdu la vie pour que les autres puissent rentrer chez eux. Car au fond, la Formule 1 n'est pas qu'une histoire de vitesse. C'est une histoire d'humanité, de fragilité, de courage, de douleur et de leçons qu'on ne doit jamais oublier. Et plus que tout, c'est la preuve que même dans les tragédies, peut naître un héritage d'espoir.